Mais les Congolais qu'on a tués depuis 94, jusqu'à 94, plus de 7 millions de morts ne comptent pas pour Kagame. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas des armes, qu'il n'y a pas d'armes qui crépitent entre le Congo et le Rwanda, mais mentalement, la guerre continue. Sur toutes les questions qui concernent le Rwanda, soit il prend position qui semble favoriser le Rwanda, ou soit il se tait. Moi, je dis que le silence doit être stratégique. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut parler. Demander, par exemple, à l'armée kenyane de venir nous aider. Parce que les Kenyans n'ont pas de prétentions sur le Congo. Or, prendre les militaires rwandais, les faire venir officiellement en République démocratique du Congo, c'est perpétuer l'occupation. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne Vision Plus, à votre émission que vous aimez bien, Grande Analyse, où nous décortiquons l'actualité politique, sociale, économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler des questions d'actualité, du voyage du président de la République, du propos malveillante, comme si je peux me permettre de le dire comme ça, du président de la République du Rwanda, Paul Kagame, sur l'état d'urgence, sur le docteur Denis Mukwege et sur la sécurité intérieure de notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous allons aussi parler de la crise au sein de l'Union sacrée. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai encore reçu pour vous un animateur, un défenseur des droits de l'homme, en la personne de Maître Jean-Claude Katende, à qui je disais bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Maître? Très bien. Comment se porte la ZAD? Je pense que c'est vous qui pourrez me dire comment vous entendez parler de la ZADO. Et comme vous le savez, notre présence à la tête de la ZADO, c'est toujours pour faire en sorte que cette organisation puisse s'occuper des missions pour lesquelles elle a été créée. Et je pense que nous sommes en train de le faire. Et c'est la raison pour laquelle vous venez ici à la ZADO, parce que vous estimez que sur un certain nombre de questions d'intérêt national, la voix de la ZADO compte. Nous allons commencer parce que vous parlez d'intérêt national. Nous allons parler de dossier Bukanga Lonzo et de la plainte, la récente plainte de Matata Ponyo contre l'IGF pour diffamation. Comment analysez-vous cette plainte? Est-ce une fuite en avant ou simplement de manière dilatoire de sa part? Il est important pour moi de souligner d'abord le fait que l'affaire Bukanga Lonzo, les tournures qu'elle est en train de prendre me plaisent beaucoup, parce que ce genre de choses, on ne les voyait pas il y a longtemps dans notre pays, où une autre autorité comme le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre peut être inquiété à cause de la manière dont il a géré les affaires dans notre pays. Donc il faut s'en féliciter et ce rythme doit être maintenu, non seulement pour les anciens gestionnaires, mais aussi pour ceux qui gèrent aujourd'hui, qui un jour devront aussi rendre compte de la manière dont le pays est géré. Qu'à cela ne tienne, je pense que l'IGF a fait un travail important qui est aujourd'hui remis entre les mains de la justice, et la justice est en train de suivre les procédures qui sont prescrites par la Constitution de la République démocratique du Congo pour permettre à M. Matata Ponyo, qui avait déjà dit en son temps qu'il était prêt à se présenter devant la justice, pour que ce souhait qu'il avait émis puisse en fait être exécuté aujourd'hui. Maintenant, comme vous le savez, l'action principale, c'est celle que la justice porte contre M. Matata Ponyo pour qu'il vienne s'expliquer sur la manière dont Bukanga Lonzo était géré. Mais avant même qu'on ait examiné l'action principale, M. Matata Ponyo va en justice pour diffamation contre l'IGF.
Et nous disons, et nous l'avons déjà dit à d'autres occasions, c'est tout simplement une fuite en avant. Une telle action se justifierait si, après s'être justifié devant la justice, Matata Mponyo est acquitté. En ce moment-là, il est en droit de dire que les prétentions, les infractions mises à ma charge par l'IGF à l'époque n'étaient tout simplement que de la diffamation. Aujourd'hui que je suis lavé par la justice, je peux me retourner par une autre action contre l'IGF. Dans le cas d'espèce, vous l'avez aussi dit, nous considérons tout simplement que c'est une fuite en avant. Il faut que M. Matata Mponyo s'explique d'abord sur l'action principale portée contre lui sur l'affaire Bukanga Lonzo. Quand il sera acquitté, on pourra examiner son action en diffamation. Déjà lui-même, Matata Mponyo, à partir de Conakry, je pense, là où il était, il séjournait en séjour de travail, avait dit, déjà, il avait déjà lâché un boulot de canon en disant qu'il va venir faire face à une justice qui est stigmatisée et manipulée politiquement. Vous ne pensez pas qu'en lui-même, il n'a pas confiance à la justice et il porte plainte à la justice? N'est-ce pas une contradiction en lui-même? Non, je pense que M. Matata Mponyo souffle les chauds et les froids. Avant tout ça, il avait dit qu'il était prêt, parce qu'il ne se reprochait de rien dans l'affaire Bukanga Lonzo, qu'il était prêt à se présenter devant la justice. C'était sa demande, c'était son souhait. Maintenant, on lui donne l'occasion de le faire. Et à l'époque, il n'avait pas remis en cause cette justice, parce qu'il voulait y aller pour s'expliquer. Et donc, pour nous, c'est contradictoire qu'il demande d'aller devant la justice et en même temps aussi qu'ils disent que cette justice est instrumentalisée politiquement. Nous voulons que le procès ait lieu, que M. Matata Mponyo apporte des preuves, parce qu'il y a cette justice formelle qui est garantie par les institutions, mais il y a aussi la justice dans l'opinion, n'est-ce pas, du Congolais. Quand il se sera expliqué, même s'il est condamné plus tard, la condamnation de la justice ne sera pas automatiquement entérinée dans l'opinion publique. Les gens se rendront compte que par rapport aux explications qu'il a données de la gestion de plus de 20 millions, de 200 millions de dollars américains, M. Matata Mponyo a donné une version qui tient debout. Mais dans le cas d'espèce, comme vous le savez aussi, il y a certains ministres de son gouvernement qui ont commencé à le mettre lui-même en cause. Ça veut dire en d'autres termes que M. Matata Mponyo n'a pas de preuve aujourd'hui que la politique est instrumentalisée, que c'est un procès politique. Il faut qu'il laisse les choses se faire normalement, qu'on lui donne l'occasion de s'expliquer et alors nous allons tirer des conclusions si la justice est instrumentalisée ou pas. Pour finir sur ce point, il doit d'abord, c'est un processus, l'IGF avait donné les conclusions et après on a demandé la levée des immunités au Sénat, ça n'a pas encore été fait et Matata Mponyo qui porte plainte. N'est-ce pas une occasion pour que l'IGF, même si les immunités ne sont pas encore levées, qu'il puisse aller immédiatement et en découdre avec Matata Mponyo en justice? Non, pour nous la question principale, ce n'est pas la question des diffamations. Pour nous la question principale, c'est la question des fonds, de justifier comment les fonds mis à la disposition de Bukanga Lonzo ont été gérés. C'est ça qui intéresse le peuple congolais parce que il faut dire que c'est de l'argent en fait du trésor public qui ont été utilisés dans cette affaire. L'affaire diffamation, c'est une affaire qui concerne M. Matata Mponyo seul et nous, en tant que peuple, on n'a pas intérêt dans cette question-là. C'est pour ça que nous disons, et nous sommes rassurés, parce que nous étions inquiets que le Sénat se refuse de lever les immunités de M. Matata Mponyo. Maintenant que le président du Sénat nous a fixé sur la question en disant que c'est tout simplement une chose qui a été remise à plus tard pour permettre à la justice de régulariser la procédure. Ça veut dire en d'autres termes que si la procédure est régularisée, les immunités seront levées et M. Matata Mponyo aura l'occasion de s'exprimer, de s'expliquer devant la justice. Et comme nous l'avons déjà dit, l'action principale sur laquelle il doit pouvoir être acquitté comme il tient
a prouvé son innocence, c'est l'affaire Boukangalonzo. Dès qu'il a son acquittement en poche, maintenant il peut se retourner contre l'IGF en disant « Messieurs, je suis acquitté par la justice », c'est que le propos que tu avais tenu contre moi, que tu avais rédigé contre moi, ce propos m'ont porté préjudice. En ce moment-là, je vais en justice contre vous pour diffamation. Dans le cas d'espèce, il n'est pas encore prouvé par un jugement que M. Matata Mponyo est innocent. Ok, nous allons parler aussi de l'Union sacrée, une crise qui se profile à l'horizon avec Patrick Mundé qui jette la pavée dans la mare comme ça avec une déclaration disant que si l'IDPS continue à nous poignarder derrière les dos, nous allons quitter les institutions. Nous voyons que la loi qui est proposée par M. Noël Tchani Mwadi Vita continue à poser problème au sein de l'Union sacrée. Votre analyse par rapport à cette question? Notre analyse est toute simple. M. Noël Tchani ne fait pas partie de l'UDPS, ne fait pas non plus partie de l'Union sacrée, à ce que je sache. Je vois très mal comment on établit la relation entre M. Noël Tchani et l'UDPS et l'Union sacrée. Pour moi, ce lien ne peut pas être établi à ce jour. Parce que M. Noël Tchani, c'est un Congolais qui a vécu certaines situations dans notre pays. Et vous ne pouvez pas oublier que la nationalité congolaise est convoitée. On veut la prendre soit par la procédure régulière, soit par les faits de guerre, par certains ressortissants des pays voisins. Et ces ressortissants des pays voisins qui veulent s'emparer de la nationalité congolaise par la procédure régulière ou par des guerres, veulent à un moment donné diriger ce pays. Voyez-vous, c'est un danger qui est permanent. Mais comment se protéger contre ce danger? C'est là que M. Noël Tchani a proposé cette loi. Ce n'est qu'une proposition. Donc, il reviendra au Parlement de débattre de la question et voir sa pertinence. Aujourd'hui, prévoir qu'il y aura une crise au sein de l'Union sacrée, tant que cette proposition n'est pas encore débattue et qu'on n'a pas encore entendu les uns et les autres, mais montre tout simplement que au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui ont des choses dans le cœur et qui voudraient bien en découdre les uns contre les autres à un moment donné. Et nous savons, et ce n'est pas un secret pour nous, que l'Union sacrée, c'est une structure conjoncturelle. Et qu'en 2023, ces gens ne seront plus ensemble. Parce qu'ils sont ensemble, mais chacun a un agenda personnel. Nous le savons. Mais nous voulons que l'Union sacrée gère le pays dans la cohésion, dans l'intérêt des populations, et que les visées électorales puissent se manifester le moment venu. Aujourd'hui, nous avons la proposition de M. Tchani, qui est une proposition tout à fait personnelle. Lui-même, il se réclame être le père de cette proposition, mais je vois très mal pourquoi on crée une relation entre M. Tchani et l'UDPS, entre M. Tchani et l'Union sacrée, dont il n'est pas membre. Avec les Congolais, il y a toujours des ramifications, il faut le comprendre. Mais aujourd'hui, en tant que juriste, en tant que Congolais, comprenez-vous, comment comprenez-vous cette proposition de loi? Parce qu'après avoir proposé cette loi, après avoir passé dans plusieurs médias, et il a presque subi des léchages sur sa personne, M. Noël Tchani. Et vous-même d'abord, d'une façon personnelle, comment comprenez-vous cette loi? Êtes-vous pour ou contre cette loi? Je me suis déjà prononcé par rapport à cette proposition et j'ai dit que pour moi, la présidence de la République, ce n'est pas une fonction qui est accessible à tout le monde. Dans tous les pays, il y a toujours des conditions, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, c'est quand même une haute fonction dans un pays. Et compte tenu de l'histoire de chaque pays, on peut aujourd'hui affaiblir les conditions ou soit les renforcer. Et dans le cas de la République démocratique du Congo, avec toutes les guerres que nous avons connues, nous pensons que nous avons intérêt à réfléchir sur nous-mêmes s'il faut laisser cette fonction à la portée de tout le monde. C'est ça mon raisonnement. Et quand j'ai réfléchi, je ne réfléchis pas en fonction
d'un individu ou d'une personne bien déterminée, parce que le Congo est plus important que les individus. Le Congo est plus important que M. Félix Tshisekedi, plus important que moi, plus important que Moïse Katumbi, et nous devons réfléchir dans l'intérêt de notre pays en prenant en compte l'histoire récente. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis, c'est une question qui ne doit pas faire l'objet de tabous. C'est une question que nous devons débattre. Et la majorité du peuple congolais va se prononcer dans un sens ou dans un autre. C'est tout. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette question, c'est une question qui va créer, qui va détruire l'union, la cohésion nationale. C'est une question qui va conduire à la guerre. Nous avons plusieurs questions dans ce pays, non pas à cause de nous, mais aussi à cause des richesses que nous avons. Voyez-vous? Et ces richesses attirent l'attention du monde entier. Et donc, nous avons plusieurs questions que nous devons débattre pour prendre des options qui permettent à ce que notre pays soit protégé contre les convoitises des autres pour que le pays aille de l'avant. Monsieur Jean-Claude Katende, président de la ZADO, vous avez tellement connu des choses politiques, des situations politiques dans notre pays, mais comment vous pouvez analyser l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Lubumbashi, Moïse Katumbi, un de ses alliés à l'Union sacrée, ne pas venir les recevoir? Entre les lignes, qu'est-ce que vous pouvez lire? Moi, je ne lis absolument rien. Parce que chaque citoyen est libre. Est-ce que les enjeux de 2023 prédominent sur les intérêts présents? Non, je ne pense pas. D'autant plus que le président de la République a été accueilli par des milliers de Congolais. Il n'en a pas fait un problème. M. Moïse Katumbi Chapwe n'en a pas fait aussi un problème. C'est une question peut-être d'agenda. Et moi, j'estime personnellement que les questions qui unissent aujourd'hui M. Félix Tshisekedi et M. Moïse Katumbi sont plus importantes que le fait d'aller ou de ne pas aller accueillir le président de la République. Donc, voyez-vous, il ne faut pas que tout le monde se mette dans une position où on doit toujours interpréter négativement la position des uns et des autres. Du moment où ces deux compatriotes sont toujours ensemble dans les cadres des institutions et qu'il n'y a pas de problème, peut-être que M. Moïse Katumbi Chapwe s'était déjà excusé auprès du président en lui disant que pour telle ou telle autre raison, je ne pourrais pas venir vous rencontrer ou vous accueillir. Donc, moi, je me refuse de faire des commentaires ou de donner une position sur une question que je considère personnellement comme accessoire. Nous allons finir par cette question, le voyage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en France, où il participe au sommet de financement des économies africaines. Et comme ça, M. Kagame, Paul, président du Rwanda, qui s'invite devant les médias et qui lâche pratiquement 3 sujets, je ne sais pas s'il était permis de le dire, à critiquer la MONUSCO, à critiquer l'état des sièges et à critiquer les docteurs Denis Mukwege. D'abord, nous allons commencer par la première critique qu'il a posée. Il a dit ceci, que si le Rwanda était en République démocratique du Congo, il n'aurait pas eu ces chaos. Les Rwandais, n'est-ce pas que le Rwanda, depuis 1985, est-il, oui ou non, selon vous, sur le sol congolais? D'abord, il faut dire que la rébellion de l'AFDEL était conduite par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Donc depuis 1994, d'une manière ou d'une autre, le Rwanda est au Congo. Nous le savons. Et que les visées du Rwanda était de contrôler la vie politique du Congo pour contrôler finalement les richesses de la République démocratique du Congo. N'eût été la résistance de Laurent Désiré Kabila, mais aussi la sagesse de Joseph Kabila qui a négocié pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, je crois que le Rwanda resterait au Congo éternellement. Pour ceux qui ne le savent pas, je leur dis que l'insécurité
au Congo contribue à maintenir un niveau de vie, un niveau institutionnel en termes de finances et en termes d'économie élevé au Rwanda. Vous savez que le premier producteur du coltan, c'est la République démocratique du Congo. Le premier exportateur du coltan, c'est le Rwanda. Ça, c'est écrit. Donc, il ne faut pas que les gens s'arrêtent à ces simples déclarations. Nous connaissons l'état d'esprit de M. Kagame. Tout ce qui contribue à la stabilité du Congo, M. Kagame ne peut que les combattre. Et tout ce qui est du Congo, qui peut remettre son pouvoir en cause, comme le travail fait par M. Denis Mukwege, comme le rapport Mapping, comme la MONUSCO qui a documenté beaucoup de cas de violation des droits de l'homme commis par le Rwanda ne peut que s'en prendre. Donc je réponds globalement à la question en disant tout simplement que l'agitation du Rwanda est beaucoup liée aux visées financières et économiques qu'à la sécurité du Congo. Parce que le jour où il y aura la sécurité à l'est du Congo, l'économie rwandaise va s'effondrer. Ça, nous le savons. Et donc, stratégiquement, M. Kagame veut se mettre dans cette posture-là. Mais nous connaissons ce qui est principal aujourd'hui. Si le Rwanda vient encore par ses troupes de manière officielle, ce n'est pas pour stabiliser le Congo, c'est pour s'assurer qu'il peut continuer à bénéficier des minéraux de la République démocratique du Congo, comme cela se fait aujourd'hui. Beaucoup de minéraux, nous les voyons dans beaucoup de vidéos qui sont diffusées, passent par le Rwanda. Et donc, le Rwanda bénéficie énormément des minéraux de la République démocratique du Congo et c'est ce désordre qui le permet. Je sais que nos autorités ne veulent pas aborder la question comme nous, de la société civile, nous les faisons pour leurs propres intérêts, pour maintenir les relations soi-disant amicales, stables avec le Rwanda, mais on ne peut pas avoir des relations stables avec le Rwanda. Ces relations ne peuvent être stables que si elles profitent au Rwanda et pas au Congo. Et c'est pour ça que j'estime personnellement que la politique du silence par rapport à la provocation de Kagame des autorités congolaises ne peut que étonner tout le monde et laisser les libres commentaires à tout le monde. Mais je pense que ce n'est pas une bonne politique parce que nous avons affaire à quelqu'un de très malin, à quelqu'un de très félin. Okay. Comment vous pouvez commenter sur ces propos de M. Paul Kagame qui dit l'état des sièges, je le ferai, mais en mettant je m'excuse, si vous pouvez commenter ces allégations de M. Kagame qui dit ceci, l'état des sièges, je le ferai, mais je le ferai suivre des actions bien réfléchies, bien planifiées pour traiter les choses de façon concrète. Comment vous pouvez commenter? Non, vous savez que pour moi, la question de l'état des sièges, comme je l'ai dit sur mon compte Twitter aujourd'hui, l'état des sièges n'est pas la meilleure solution pour résoudre les problèmes de l'Est. D'abord, l'état des sièges, c'est une action qui sera limitée dans le temps, c'est-à-dire de courte durée. Ça, c'est de 1. De 2, c'est une action coûteuse en termes de finances, coûteuse aussi en termes de restriction des droits des citoyens. C'est aussi coûteuse en termes de stress que cela crée pour l'armée, pour les populations, pour tout le monde. Donc, il faut réfléchir aussi, l'état des sièges ne prend pas en compte la question des complices congolais. L'état de siège est à l'est, à Ituri et au nord Kivu. Mais il y a certains complices de cette situation qui sont ici. Qu'est-ce que vous proposez? C'est pour ça que je dis qu'il faut une stratégie à long terme. Une stratégie à long terme, ça veut dire qu'il faut tenir compte que nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle, où vous avez une troupe, une armée en face de vous. Nous avons affaire à une guerre asymétrique. Et il faut qu'on ait des troupes préparées pour ça, pour faire face à ce genre de choses. Ça, c'est la première chose qui doit être prise en compte dans la stratégie. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que nos militaires sont très attirés par les richesses qu'il y a dans cette partie de la province. Et qu'à tout moment, ils peuvent toujours se détourner de l'état des sièges pour commencer à faire le commerce
des minéraux, le commerce de l'or, du coltan et des autres. Il faut qu'il y ait des mesures pour contrôler tout ça. Ceux qui ont été nommés à la tête de ces provinces vont pouvoir collaborer avec des militaires qui étaient sur terrain, qui étaient déjà habitués à ce genre de commerce. Comment on fait pour que cela ne se répète pas? Or, le coltan, l'or, vous permet d'avoir l'argent facilement. Et ces gens, ils savent qu'ils ont 30 jours qui vont être, l'état des sièges va être renouvelé pour 15 jours, et à un moment donné, ça va s'arrêter. Est-ce qu'ils ne seront pas tentés de s'enrichir aussi dans ces systèmes? Il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte le fait que l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo profite aux États, à nos États voisins. Donc, il faut qu'au-delà de l'état des sièges, qu'on mette une stratégie, comment faire en sorte que ces États étrangers ne puissent pas contribuer à l'insécurité. Et c'est ce que moi j'appelle une stratégie durable. Mais croire que l'état des sièges va résoudre les problèmes que le Congo a connus pendant plusieurs années et sans prendre en compte la stratégie des États voisins qui veulent l'insécurité en République démocratique du Congo pour continuer à exploiter de manière illégale nos minéraux, je crois que c'est vraiment se perdre. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui épousent l'avis de M. Kagame et qui n'excluent pas de mission conjointe phare de ces forces armées rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo? Il faut que s'il y a des États qui peuvent aider la République démocratique du Congo, c'est faire ce que le président Félix a fait, demander par exemple à l'armée kenyane de venir nous aider. Parce que les Kenyans n'ont pas de prétentions sur le Congo. Or, prendre les militaires rwandais, les faire venir officiellement en République démocratique du Congo, c'est perpétuer l'occupation. Il y a bien d'autres États africains qui sont éloignés de notre pays, qui n'ont pas des prétentions hégémoniques sur la République démocratique du Congo, qui peuvent nous aider. Mais permettre aux Rwandais de venir, d'abord moralement, ça ne tient pas la route. Parce qu'avec notre armée, d'abord, la cohabitation va être difficile, mais aussi les peuples pour lequel le Rwanda voudrait intervenir en République démocratique du Congo ne veut pas du tout des Rwandais. Voyez-vous? Donc, excepté la communauté, la pseudo-communauté Banyamulenge. Non, je pense que ça c'est une autre question. Vous avez entendu que M. Kagame a pris position pour les Banyamulenge parce qu'il estime qu'ils sont opprimés, leurs droits ne sont pas respectés, mais les Congolais qu'on a tués depuis 1994, jusqu'à 1994, plus de 7 millions de morts ne comptent pas pour Kagame. Donc nous comprenons où Kagame a son intérêt. Nous comprenons quels sont les Congolais que lui entend protéger. Parce que la vie des autres Congolais et des victimes congolaises et même le travail appréciable fait par M. Mukwege est remis en cause par M. Kagame. Donc, nous pouvons dire qu'il n'y a pas des armes, qu'il n'y a pas d'armes qui crépitent entre le Congo et le Rwanda, mais mentalement, la guerre continue. Et que le président de la République a tort d'appeler Kagame son frère. Parce qu'on ne peut pas avoir un frère avec lequel on parle et après on sort, on fait des déclarations contre le peuple dirigé par mon frère. Non, c'est pas possible. Vous êtes de ceux-là qui approuvent le silence de Félix Antoine Tshisekedi sur ces dossiers par rapport au je ne sais pas dire, au boulet rouge qu'il a tiré contre l'armée rwandaise, contre la population, parce qu'il a craché sur nos 7 millions de morts. Il peut facilement vendre l'image du génocide rwandais qui n'a fait que 500 000 morts et cracher sur les 7 millions de morts pour dire qu'il n'y a jamais eu massacre en République démocratique du Congo. Et ce silence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment vous le comprenez? Je pense que pour moi, le silence doit être stratégique. Il ne doit pas être statique. Parce que le président de la République, sur toutes les questions qui concernent le Rwanda, soit il prend position qui semble favoriser le Rwanda, ou soit il s'était. Moi, je dis que le silence doit être stratégique. C'est-à-dire il y a des moments où il faut parler et des moments où il ne faut parler. Mais prendre le silence comme le mode de gestion de relations avec les Rwandais, je pense que même au niveau des populations congolaises, le président de la République est
comment je dirais, est mal vu. Voilà. Autre mot pour la fin aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour conclure l'émission d'aujourd'hui? Pour conclure, je pense qu'il y a sur le plan national une bonne dynamique qui se met en place pour gérer le pays conformément à la bonne gouvernance, conformément à la transparence, et que ceux qui gèrent mal ou ont mal géré rendent de compte. Je pense que sur ces points, la République est en train de se normaliser. Maintenant, en rapport avec les questions sous-régionales, je pense que le peuple congolais doit pouvoir se tenir debout pour pousser nos autorités à plus d'actions à l'égard des États qui veulent marcher sur le Congo. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Katende. Comme vous l'avez bien suivi, le peuple congolais doit se prendre en charge, pousser nos responsables de l'État à s'élever et à agir de façon efficiente pour mettre fin à la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo et pourquoi pas sur l'étendue du territoire congolais. J'entends vos réactions, vos suggestions en commentaire suivant cette émission ou en nous contactant au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez aimé ces images, dites merci à Exaucé Mouvoudi qui était à la prise de vie et à Jack Kanangila qui était à la réalisation et au montage. Merci à notre productrice Bella Diganga #1. Merci à vous tous qui nous suivez avec une attention soutenue. Je vous retrouve avec le même plaisir au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.